Il y a moins de 10 jours, Washington a durci son offensive contre le pétrole iranien. Tout le monde s'attendait à une réponse militaire, un missile, un porte-avions qui se déplace, une déclaration de Téhéran. C'est ce qu'on regarde d'habitude. Sauf que la vraie réponse, elle n'est pas venue d'Iran. Elle est venue de Pékin. Et elle ne fait aucun bruit. Le ministère chinois du commerce a sorti d'un tiroir un texte juridique rédigé en 2021. Un texte qu'il n'avait jamais utilisé, pas une fois en 4 ans. Et cette semaine, pour la première fois, la Chine l'a activé. Vous allez voir pourquoi ce papier, qui ne contient ni soldats ni armes, va peser plus lourd dans les 10 prochaines années que n'importe quelle frappe au Moyen-Orient. Ce texte, il porte un nom barbare. Mesure destinée à prévenir l'application extraterritoriale injustifiée de législations étrangères. Derrière le jargon, le contenu est très simple. Pékin déclare que les sanctions américaines visant 5 raffineries chinoises, sanctions prises au titre des décrets présidentiels 13 902 et 13 846, n'ont aucune valeur sur le sol chinois. Aucune. Et dans la version originale en mandarin, le ministère a employé une triple négation, 3 fois le même refus. Ces sanctions ne seront pas reconnues, elles ne seront pas appliquées, elles ne seront pas respectées. Le ministère chinois a tenu à le préciser noir sur blanc. La Chine s'oppose aux sanctions unilatérales qui n'ont ni autorisation des Nations Unies, ni base en droit international. C'est la position officielle, et elle vise une cible précise. Parce que cette loi, à la base, elle a été conçue pour neutraliser un mécanisme bien particulier. On l'appelle les sanctions secondaires. C'est l'outil que Washington utilise depuis des années pour punir des entreprises situées dans des pays tiers qui font affaire avec ces cibles désignées. Des entreprises qui n'ont parfois aucun lien avec les États-Unis, aucun salarié américain, aucun bureau aux États-Unis, aucune transaction en dollars, et qui, malgré tout, peuvent se voir couper l'accès au système financier mondial parce qu'elles ont commercé avec un pays sanctionné par Washington. C'est exactement ce mécanisme-là que Pékin vient de déclarer nul et non avenu sur son territoire. Ajoutez à ça un addendum publié en avril 2026 sous le décret 835, et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Cet addendum a rendu la loi explicitement extraterritoriale. En clair, Pékin ne se contente plus de protéger ce qui se passe en Chine. Il revendique désormais le droit de poursuivre des acteurs partout dans le monde. Ce même décret crée ce que la Chine appelle une liste d'entités malveillantes. Comprenez, un fichier où va atterrir n'importe qui dans le monde qui choisira d'appliquer les sanctions américaines contre une entreprise chinoise. L'effet concrètement est brutal. Vous êtes une entreprise, peu importe votre nationalité. Vous coupez les ponts avec une société chinoise sanctionnée par Washington. Eh bien, vous venez de violer la loi chinoise. Vous pouvez être traîné devant un tribunal à Pékin, condamné à des amendes, voir vos avoirs gelés, perdre votre droit de commercer en Chine. Le piège est limpide. Washington dit aux banques et aux assureurs du monde entier « Vous coupez les ponts avec ces raffineries ou on vous coupe l'accès au dollar ». Et Pékin répond, depuis cette semaine « Si vous coupez les ponts, on vient vous chercher chez nous ». Toutes les banques internationales, toutes les compagnies maritimes, tous les assureurs qui font tourner le commerce mondial se retrouvent coincés entre les deux. Et c'est exactement ce que la Chine veut. Pour comprendre ce qui se joue cette semaine, il faut remonter un peu. Cette loi, elle a été promulguée le 9 janvier 2021 et elle n'est pas tombée du ciel. Elle est née d'une période très précise, les 3 années qui ont précédé, 2018, 2019, 2020, une période où la Chine a encaissé une succession de coups venus d'Occident, des coups simultanés, coordonnés, qui ont fini par convaincre Pékin qu'il fallait un bouclier juridique permanent. Souvenez-vous, c'est l'époque où Huawei est mis sur liste noire aux États-Unis et où Washington fait pression sur le Royaume-Uni et sur les capitales européennes pour qu'elles fassent de même. C'est aussi l'époque des contrôles à l'export sur les semi-conducteurs qui visent à priver l'industrie technologique chinoise de ses puces. C'est l'arrestation de Meng Wanzhou au Canada, la directrice financière de Huawei, fille du fondateur, détenue à la demande de la justice américaine. Et c'est, en parallèle, les sanctions occidentales coordonnées sur le Xinjiang et sur Hong Kong. Tout ça en même temps. Pékin se retrouve sous pression sur tous les fronts, sur la technologie, sur la finance, sur la diplomatie, sur les droits humains. Et c'est dans ce contexte que la loi sur le blocage extraterritorial est rédigée, comme une réponse de fond, une infrastructure juridique pour les années à venir.
Sauf que pendant 4 ans, Pékin l'a laissé dans un tiroir. 4 ans à encaisser, à déposer des protestations diplomatiques, à publier des communiqués, mais à ne jamais sortir l'arme. Jusqu'à cette semaine. Le fait que ce soit précisément ces 5 raffineries du Shandong, à ce moment précis, en pleine guerre au Moyen-Orient, qui ait déclenché l'activation de la loi, ce n'est pas un hasard, c'est un choix politique, un choix mûri. Et pour comprendre ce choix, il faut s'intéresser à un détail que la quasi-totalité des analyses occidentales rate complètement. Ce détail, le voici, et il va probablement vous surprendre. Pendant des années, et jusqu'à cette semaine, la Chine coopérait, volontairement, sans aucune obligation légale. Les entreprises chinoises, les banques chinoises, les institutions financières chinoises se sont alignées, dans leur grande majorité, sur les sanctions américaines, à l'intérieur même de leurs frontières, là où juridiquement, rien ne les y obligeait. Les exemples sont nombreux et ils sont frappants. Des banques opérant en Chine continentale ont refusé d'ouvrir des comptes à des particuliers ou à des entreprises figurant sur les listes noires américaines. Des gens avec qui Pékin n'avait pourtant aucun différend, mais leur nom apparaissait sur un document à Washington et ça suffisait. Et ce ne sont pas que les banques, même WeChat Pay, le service de paiement omniprésent en Chine, refusait d'ouvrir des comptes aux personnes sanctionnées par les Américains. Voilà la nature du compromis silencieux que la Chine consentait. Un compromis gratuit. Personne ne le réclamait, personne ne le reconnaissait et la Chine n'en tirait rien. Ce compromis vient d'être rompu. Et la question maintenant, c'est de savoir ce qui a fait sauter le verrou. Cette loi repose sur 6 leviers et ils montent en puissance comme une vis qu'on serre. Premier niveau, la surveillance. Toute entreprise chinoise visée par une sanction étrangère doit immédiatement le signaler au ministère. Pékin obtient une visibilité en temps réel sur la pression américaine, entreprise par entreprise. Deuxième niveau, l'interdiction. Le ministère peut ordonner à n'importe quelle entité chinoise de ne pas appliquer une sanction étrangère. Et il vient d'utiliser ce pouvoir pour la première fois. Troisième niveau, et c'est là que ça devient vraiment agressif, la riposte. Une société chinoise peut désormais poursuivre un partenaire qui aurait respecté les sanctions américaines devant les tribunaux chinois. L'État chinois s'engage même à indemniser les entreprises qui suivent ces injonctions plutôt que celles de Washington. Et la dernière disposition, la plus floue, autorise des contre-mesures dites nécessaires, sans en préciser les contours, un blanc-seing. Pour les acteurs pris au milieu, les banques, les transporteurs maritimes, les assureurs, les négociants, il n'y a plus de chemin neutre. Soit ils appliquent les sanctions américaines et ils s'exposent à la liste noire chinoise, à des poursuites, au gel d'avoirs, à l'éviction du marché chinois, soit ils les ignorent et c'est Washington qui leur coupe l'accès au dollar. Aucune sortie, aucune neutralité possible. Et c'est précisément l'objectif de Pékin, forcer toute la couche intermédiaire du commerce mondial à choisir un camp. Définitivement. Quand on sait que la grande majorité de ces acteurs opèrent principalement en Chine, le sens du choix n'est pas difficile à deviner. Mais ça veut dire aussi que de plus en plus d'entreprises occidentales, dont les services juridiques voient ces deux mondes se séparer, vont décider qu'il faut sortir de Chine. Et le découplage dont on parle depuis 10 ans va s'accélérer pour de bon. Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir ce que sont vraiment ces Teapot Refineries. Le nom est presque mignon, les théières, mais ce ne sont pas des acteurs marginaux. Elles totalisent plus d'un tiers de la capacité de raffinage chinoise. Et contrairement aux géants étatiques comme Sinopec ou CNPC, qui sont contraints par leur exposition internationale, ces raffineries privées ont bâti leur modèle sur un avantage simple. Acheter le pétrole que personne d'autre n'ose toucher. Iran, Russie, Venezuela, avec à la clé des décotes considérables. Selon le cabinet Kepler, en 2025, plus de 80% des exportations pétrolières iraniennes ont été absorbées par la Chine. Au pic, on parle de 1,8 million de barils par jour. Quand on sait que la capacité d'exportation iranienne avant les sanctions plafonnait autour de 2,5 millions de barils par jour, le constat est sans appel. La Chine, à elle seule, neutralise l'effet des sanctions américaines contre l'Iran. Sans la demande chinoise, l'architecture des sanctions contre Téhéran fonctionnerait. Avec elle, l'Iran conserve une bouée financière qu'aucune pression secondaire n'est jamais parvenue à couler durablement. Et comment ces flux ont-ils pu se maintenir malgré les restrictions américaines? Parce qu'au fil des années, un système logistique parallèle s'est constitué.
Les pétroliers de la flotte fantôme désactivent leurs transpondeurs avant d'entrer dans les eaux iraniennes. Ils transbordent leur cargaison en pleine mer d'un navire à un autre. Les manifestes désignent ensuite des ports émiratis ou malaisiens comme origine. Les paiements se règlent en yuan ou via des chambres de compensation qui contournent SWIFT. Les assurances passent par des compagnies non occidentales. De la cuve du terminal pétrolier jusqu'à la grille de la raffinerie chinoise, chaque maillon a été reconfiguré pour échapper à toute juridiction américaine. Cette flotte fantôme n'est plus un simple contournement, c'est devenu un système parallèle, complet avec sa propre logique. Et l'ordonnance chinoise vient de lui offrir ce qui lui manquait, une assise juridique formelle. À partir de maintenant, 2 scénarios, et aucun des deux n'arrange les Américains. Premier scénario. Washington va au bout de la logique de ces sanctions, désigne nommément des banques chinoises majeures pour avoir continué à servir Hangzhou et les autres raffineries. À cet instant précis, le dossier cesse d'être une affaire iranienne, il devient une confrontation financière directe entre les 2 premières économies de la planète, avec des conséquences pour le système financier mondial qu'on est incapable de modéliser et encore moins de contenir. Second scénario, Washington recule, renonce à monter d'un cran, voit la Chine activer son bouclier juridique sans représailles. Et là, Pékin aura démontré quelque chose de bien plus durable, que les sanctions extraterritoriales américaines, appliquées contre des entités chinoises sur le sol chinois, étaient un bluff. Un bluff qu'il suffisait de voir pour le faire tomber. Un sommet sino-américain est prévu dans les jours qui viennent. Le calcul rationnel pencherait pour le retrait. Trump est désormais connu pour reculer dès que la confrontation devient sérieuse. C'est même devenu une expression sur les marchés financiers. Mais qu'il s'agisse d'un recul ou d'une fuite en avant, le mal est déjà fait. La crédibilité d'un arsenal de sanctions qui a constitué pendant des décennies l'un des principaux leviers de puissance américaine, de Cuba à la Russie en passant par l'Iran, est en train d'être publiquement testée, et pour la première fois à cette échelle. Il y a un volet de cette confrontation qui dépasse la finance et qui pourrait, dans les semaines qui viennent, devenir physique. Les Américains interceptent déjà des cargaisons pétrolières iraniennes en mer. Saisie de navires, surveillance accrue, coordination navale dans le Golfe. Ça fonctionne tant que les coûts restent gérables. Mais que se passe-t-il le jour où le pétrole intercepté n'est plus iranien, mais chinois ? À 1,8 million de barils par jour, le brut iranien représente une part stratégique de l'approvisionnement énergétique d'un pays qui importe environ 11 millions de barils quotidiens pour faire tourner son économie industrielle. Toute campagne d'interdiction maritime qui menacerait durablement ce flux cessera d'être un simple différend bilatéral entre Washington et Téhéran. Pékin n'a pas encore escorté de pétroliers, la marine chinoise n'a pas encore défié les opérations navales américaines dans le Golfe, mais l'ordonnance de blocage publiée cette semaine suggère que les conditions politiques pour étudier ces options sont désormais activement en discussion à Pékin. Le terrain juridique est préparé, le terrain logistique est en place, reste le terrain militaire. Prenez de la hauteur un instant. Oubliez les 5 raffineries, oubliez les flux pétroliers, oubliez même les articles précis de la loi chinoise. Ce qui se révèle ici, c'est une fracture structurelle de l'économie mondiale. Une fracture qui se creuse depuis des années et qui, cette semaine, devient impossible à dissimuler. D'un côté, le système bâti et défendu par les États-Unis depuis l'après-guerre, la centralité du dollar, le réseau SWIFT, les normes de conformité imposées par l'accès aux marchés de capitaux occidentaux. De l'autre, un réseau qui s'assemble pièce par pièce. Chine, Russie, Iran et un nombre croissant d'économies non alignées. Règlements en yuan, chambres de compensation alternatives, logistique adossée à des États. Et désormais, un dispositif juridique formel pour protéger tous ceux qui opèrent en dehors du cadre occidental. Les sanctions américaines fonctionnaient tant que le dollar atteignait absolument partout. Cette condition n'est plus garantie. Et le dommage le plus profond, vu d'Occident, est peut-être déjà fait. Quoi qu'il arrive, à ces 5 raffineries. La Chine, pendant des années, faisait preuve d'une bonne volonté remarquable. Elle se conformait volontairement, à l'intérieur de ses propres frontières, à des sanctions auxquelles aucune loi ne l'obligeait. Cette bonne volonté, elle vient de la retirer, officiellement.
Une Chine qui n'a plus de scrupules envers l'hégémonie financière américaine, c'est un environnement complètement différent pour la politique étrangère et économique des États-Unis. Et ça, à long terme, ça pèsera bien plus que la question ponctuelle de savoir si 5 raffineries du Shandong continuent à acheter du brut iranien. La question immédiate, c'est de savoir si Washington va monter d'un cran. Nouvelle désignation, banque chinoise ajoutée à la liste, contrôle à l'export plus strict, et chaque tour de vis supplémentaire pousse un peu plus d'acteurs économiques mondiaux vers le système alternatif, au lieu de les ramener dans le giron américain. Mais la vraie question, c'est ce que Pékin va faire des 12 prochains mois avec l'infrastructure juridique et logistique qu'il vient de consolider officiellement. Les systèmes de paiement en yuan qui acheminent aujourd'hui le brut iranien, ce sont les mêmes qui sont testés pour les transactions avec les pays du Golfe. Souvenez-vous du projet M-Bridge entre la Chine et les Émirats. Ce sont les mêmes systèmes qui irriguent le commerce énergétique russe et qui s'étendent au commerce de matières premières en Asie du Sud-Est. Le bouclier de Pékin couvre 5 raffineries aujourd'hui, mais le principe qu'il pose, l'idée que l'activité commerciale chinoise ne peut plus être réglementée par décision unilatérale américaine, vaudra demain pour bien plus que 5 entreprises. L'addendum d'avril a rendu ce principe extraterritorial. La liste des entités malveillantes lui a donné des dents au-delà des frontières chinoises. Voilà la véritable histoire qui se cache derrière celle de 5 raffineries qui achètent du pétrole iranien. Une histoire infiniment plus grande.